je m'appelle Antoine Lemaire. J'ai 37 ans, je suis ingénieur chef de projet et je gagne 65 000 € par an. Rien d'extravagant, mais c'est un très bon salaire. Mon père était un artisan du bâtiment qui m'a appris que la parole d'un homme est son honneur. Et ma mère était institutrice, elle m'a inculqué que le respect et l'honnêteté n'étaient pas négociables. J'ai rencontré Chloé à la fête de fiançailles de mon ami Lucas, il y a 8 ans. Elle travaillait comme organisatrice d'événements à l'époque, elle avait 28 ans et possédait cette beauté naturelle qui attirait le regard de tous les hommes. Des cheveux au burn, des yeux verts, et un rire capable d'illuminer une pièce entière. C'est incroyable, lui ai-je dit lors d'un moment de calme près du bar. Tu maîtrises vraiment ton sujet. Elle a souri en glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Merci. J'adore rendre les moments spéciaux des gens tout simplement parfaits, a-t-elle répondu chaleureusement. Cette conversation a mené à un dîner, puis à un autre. Une année de romance tourbillonnante digne d'un grand film. Chloé me donnait l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Elle m'envoyait un message pour me dire bonjour tous les jours, laissait des petits mots dans mes affaires, me surprenait avec des billets pour des matchs de foot dont je lui avais parlé. Un an plus tard, je l'ai demandé en mariage au même endroit où nous nous étions rencontrés. Notre mariage était tout ce dont elle avait rêvé. L'élégance d'un magnifique domaine à la campagne, 200 invités, une réception qui a coûté plus cher que ma voiture. En la regardant marcher vers l'hôtel, j'aurais été prêt à payer le double. Les 3 premières années ont été formidables. Vraiment formidables. Des soirées en amoureux tous les vendredis, des week-ends dans les Alpes, de paisibles dimanches matins à lire ensemble. Chloé continuait de travailler, développait sa clientèle, et parlait de monter sa propre agence. Puis tout a changé. Je frôle le burn-out, Antoine, m'a-t-elle dit un soir pendant le dîner. Je veux me concentrer sur nous, sur notre mariage. Peut-être fonder une famille bientôt, a-t-elle ajouté en posant sa fourchette. Je l'ai soutenue à 100%. C'est ça, le mariage, un partenariat, des sacrifices l'un pour l'autre. Si elle voulait faire une pause, on allait s'arranger. Mais la partie famille ne s'est jamais concrétisée. Chaque fois que j'abordais le sujet des enfants, Chloé esquivait. Pas encore, chérie. Peut-être l'année prochaine, disait-elle. Puis c'est devenu, peut-être quand on achètera une plus grande maison. Et puis peut-être quand on sera plus à l'aise financièrement. J'ai arrêté d'insister. Pendant un temps, les choses semblaient aller bien. Chloé paraissait plus heureuse sans le stress du travail. Elle s'est mise à la cuisine, a refait la déco, passé du temps avec ses amis. Mais lentement, les choses ont commencé à basculer. Il y a 6 mois, Chloé a annoncé qu'elle voulait s'inscrire au cercle privé, une salle de sport très chic coûtant 250 € par mois. Je veux me remettre en forme, a-t-elle expliqué avec enthousiasme. Cet endroit a les meilleurs coachs, de superbes installations. Je l'ai totalement encouragée, et au début, ça a marché. Elle rentrait à la maison pleine d'énergie, rayonnante, me parlant de ses entraînements avec un véritable engouement. Mais ensuite, d'autres choses ont changé. Elle s'est mise à passer plus de temps avec ses amis de la salle de sport. Ces mystérieuses copines d'entraînement que je n'avais jamais rencontrées. Elle rentrait avec l'odeur d'un parfum de luxe que je ne lui avais pas acheté. Elle portait des tenues de sport qui ressemblaient plus à des défilés de mode. Ses habitudes avec son téléphone ont changé, elles aussi. Elle le consultait constamment, souriant à des messages d'une manière qui me nouait l'estomac. Quand je demandais qui lui écrivait, elle donnait des réponses vagues. Juste les filles qui planifient la séance, répondait-elle d'un ton désinvolte, ou quelqu'un qui a partagé un mème marrant. Le sourire qu'elle accordait à ses messages. Ce n'était plus le sourire qu'elle me réservait. Puis est venue l'idée des vacances. Ça fait une éternité qu'on n'est pas parti pour de vraies vacances, a-t-elle dit un soir de mars en se blottissant contre moi sur le canapé. Et si on allait à l'île Maurice? Ce fameux grand hôtel dont ton collègue Thomas a parlé, a-t-elle suggéré avec excitation. J'adore l'idée, ai-je répondu immédiatement. Rien que tous les deux. Eh bien, et si on proposait à Léa de venir, a-t-elle demandé avec hésitation. Elle traverse une période difficile depuis sa rupture. Des moments entre sœurs lui feraient du bien. Léa est la petite sœur de Chloé, 32 ans, récemment divorcée, elle travaille dans le marketing. Si le fait de la voir avec nous rendait Chloé heureuse, j'étais partant. Bien sûr, ai-je accepté. Plus on est de fous, plus on rit.
J'ai passé 2 semaines à tout organiser. L'hôtel Le Paradis Blanc, 3 chambres pour une semaine, les vols, la voiture de location, 7 500 € au total. Mais voir l'excitation de Chloé en valait la peine. Elle s'est renseignée sur les soins au spa, les restaurants, les excursions avec plus de vitalité que je ne lui en avais vu depuis des mois. La veille du départ, je l'ai regardée faire ses valises. De nouveaux vêtements que je n'avais jamais vus. Des robes d'été de créateurs, des maillots de bain hors de prix, des parfums de marque dont je n'arrivais même pas à prononcer le nom. J'ai économisé mon propre argent pour faire du shopping pour les vacances, a-t-elle ri quand je l'ai interrogée sur ces articles coûteux. Une fille doit être belle au paradis, non, a-t-elle ajouté d'un ton espiègle. Son propre argent. À partir de quoi? Elle ne travaillait plus depuis 4 ans. Mais je n'ai pas insisté. Dans l'avion pour l'île Maurice, j'ai remarqué quelque chose d'inquiétant. Chloé envoyait des textos à quelqu'un, arborant ce fameux sourire intime. Quand je me suis penché nonchalamment vers elle, elle a incliné son téléphone pour me le cacher. « À qui tu écris ?» ai-je demandé l'air de rien. Elle a rapidement verrouillé l'écran. « Juste à Léa, pour confirmer les horaires du spa », a-t-elle répondu sans me regarder. Sauf que Léa était assise juste à côté de nous, endormie depuis 1 heure. Alors que notre avion amorçait sa descente vers l'île Maurice, j'aurais dû écouter cet instinct. J'aurais dû la confronter sur le champ, exiger de vraies réponses au lieu de mensonges arrangeants. Mais j'ai choisi la confiance plutôt que le soupçon, l'espoir plutôt que l'évidence. Ce fut la dernière décision naïve que je prendrais de ma vie. Le premier matin au paradis, je me suis réveillé à l'aube et j'ai décidé d'aller courir sur la plage avant que quiconque ne soit levé. Le complexe hôtelier était magnifique. Des palmiers se balançant dans la brise océanique, du sable immaculé s'étendant à l'infini, des vagues créant une parfaite musique naturelle. J'ai couru pendant 1 heure, me sentant optimiste pour la semaine à venir. C'était exactement ce dont Chloé et moi avions besoin. Du temps loin de la routine, loin de cette tension invisible qui s'était accumulée entre nous. En retournant vers nos chambres, en sueur et plein d'énergie, je m'attendais à trouver Chloé endormie. Au lieu de cela, elle se tenait devant le miroir, entièrement habillée, parfaitement maquillée, coiffée comme si elle se rendait à une séance photo. Elle portait une robe d'été que je n'avais jamais vue, une tenue de marque, très chère, de couleur corail qui faisait ressortir son bronzage. Son maquillage était impeccable, pas le style décontracté des vacances, mais quelque chose de plus travaillé, de plus séduisant. « Tu es levé tôt » ai-je dit en attrapant une serviette dans la salle de bain. « Léa et moi avons rendez-vous au spa » a-t-elle répondu sans se retourner. « On veut y être dès l'ouverture. » Ça a l'air parfait. « Ça vous dérange si je me joins à vous pour prendre le petit déjeuner avant » ai-je proposé. En fait, elle s'est enfin retournée, son sourire éclatant mais forcé. « On va juste grignoter un truc léger au spa. Tu devrais simplement te détendre au bord de la piscine. Lire ton livre. Ce sont tes vacances à toi aussi, mon cœur, a-t-elle dit sur un ton expéditif. Quelque chose dans sa voix ressemblait à un renvoi poli, comme si elle cherchait à se débarrasser de moi, mais j'ai pensé que je me faisais des films sur son besoin de temps entre sœurs. D'accord, ai-je accepté. On se voit pour le déjeuner. Absolument. Je t'aime, a-t-elle dit en m'embrassant prudemment sur la joue pour ne pas étaler son rouge à lèvres. 1 heure plus tard, douché et avec un café dans le ventre, je me suis installé au bord de la piscine avec une bière fraîche et mon roman policier. L'hôtel grouillait de familles, de couples, de groupes d'amis riant ensemble. J'en étais à ma 3e page quand je l'ai vu. Il a traversé l'espace piscine avec l'assurance de quelqu'un à qui tout appartenait. Grand, peut-être un M88, une musculature criant au coach sportif, un débardeur de marque mettant en valeur des bras impressionnants, des lunettes de soleil coûteuses, une démarche assurée qui forçait les gens à le remarquer. Je l'ai à peine calculé au début, juste un autre client obsédé par la musculation. Puis j'ai entendu le rire de Chloé. Pas son rire social et poli, son vrai rire. Une joie pure et authentique qu'elle ne m'avait pas adressée depuis des mois. En levant les yeux, mon estomac s'est noué. Chloé marchait directement vers l'inconnu, le visage illuminé d'une excitation dont je n'avais plus le souvenir. Léa était à côté d'elle, mais Chloé n'avait d'yeux que pour cet homme. En arrivant à sa hauteur, elle ne s'est pas contentée de dire bonjour. Elle l'a pris dans ses bras. Une étreinte intime. Ses bras autour de son cou, son corps pressé contre le sien, un contact qui a duré plusieurs secondes de trop pour une simple amitié.
J'ai posé mon livre et je me suis levé, le cœur battant à tout rompre. Il discutait maintenant, la main de Chloé posée sur son bras, riant à une chose qu'il venait de dire. Il lui souriait avec une admiration évidente, et elle le regardait comme s'il était la personne la plus fascinante au monde. Je me suis approché. Mon cœur, ai-je lancé, la voix soigneusement décontractée. Qui est-ce? Tous les trois se sont retournés. L'expression de Chloé a vacillé, traversée par ce qui ressemblait à de la panique, avant de se figer dans un grand sourire forcé. Antoine, tu tombes à pic, a-t-elle dit avec un enthousiasme fin. Elle a désigné l'inconnu d'un geste de la main. Je te présente Hugo, de ma salle de sport. Je n'avais aucune idée qu'il serait là. Une coïncidence incroyable, est-ce? Est-elle exclamée. Hugo s'est avancé avec une assurance travaillée. Antoine, c'est ça? Chloé m'a tellement parlé de vous. Ravi de rencontrer enfin le mari, a-t-il dit avec fluidité. Je lui ai serré la main, d'une poigne ferme. Antoine Lemaire. Et vous êtes? Ai-je répondu d'un ton neutre. Hugo Laurent. Je suis coach au cercle privé. Votre femme est l'une de mes clientes les plus assidues, a-t-il répondu avec aplomb. Coach? Ça expliquait le physique, la confiance, la façon dont il se tenait comme si chaque femme devait être impressionnée. Le monde est petit, ai-je dit d'un ton neutre. Qu'est-ce qui vous amène à l'île Maurice? Besoin de vacances. Le travail a été intense. J'ai vu cet endroit sur Internet. Je me suis dit, pourquoi ne pas me faire plaisir, a-t-il répondu sans sourciller. Sa réponse semblait trop répétée. Une folle coïncidence. Vous êtes dans le même hôtel, ai-je continué, observant attentivement son visage. C'est clair. Je n'en revenais pas quand j'ai vu Chloé ce matin. L'île est grande, mais nous voilà ici, a-t-il répondu avec ce sourire sûr de lui. Ce matin? Il l'avait vue ce matin. Mais elle était censée être allée directement au spa. Je croyais que tu avais des soins très tôt au spa, ai-je dit à Chloé. C'était le cas, est intervenue Léa rapidement. On a croisé Hugo en chemin. On a décidé de repousser nos rendez-vous pour pouvoir discuter un peu, a-t-elle expliqué nerveusement. La voix de Léa était beaucoup trop enjouée, et elle fuyait mon regard. Au cours des 48 heures suivantes, Hugo Laurent était partout. Au petit déjeuner le lendemain matin, glissant une chaise à notre table. J'espère que ça ne vous dérange pas, disait-il l'air de rien. Manger seul, ça devient lassant. Au bord de la piscine dès que Chloé apparaissait. Tu ne voulais pas essayer ce cours d'aquagym, suggérait-il. Dans le même restaurant où nous avions réservé pour le dîner. Waouh, vous avez très bon goût. J'ai entendu dire que cet endroit était le meilleur, affirmait-il. Chaque fois que j'essayais de me joindre à leur conversation, Léa m'interceptait. Antoine, aide-moi avec le système de réservation des excursions. Je suis nul avec la technologie, suppliait-elle. Antoine, j'ai oublié mes lunettes au bar de la plage. Accompagne-moi, me demandait-elle avec insistance. Antoine, tu ne voulais pas aller voir ce sentier de randonnée? Allons demander au concierge, suggérait-elle obstinément. Elle faisait barrage, délibérément, me tenant éloigné de Chloé et Hugo, et elle le faisait très mal. Des regards nerveux, un langage corporel coupable, des excuses balbutiantes. Mais ce qui m'a glacé le sang, ce n'était pas la complicité de Léa. C'était de regarder ma femme avec Hugo. La façon dont elle lui touchait le bras quand il parlait, des contacts familiers qui s'attardaient trop longtemps. Comment elle se penchait vers lui quand il parlait, buvant chacune de ses paroles. Comment elle riait à ses blagues de tout son corps, comme elle n'avait plus ri à aucune de mes remarques depuis des années. Et les regards, des regards intimes, brûlants, remplis de secrets partagés. Je sais à quoi ressemble la tension sexuelle. Ce que je regardais, ce n'était pas de l'amitié. Le troisième soir, j'ai décidé de tester mes soupçons. Je suis épuisé, ai-je annoncé après le dîner, en m'étirant théâtralement. Je rentre me coucher. Pauvre chérie, a dit Chloé en me touchant le bras. Son premier geste affectueux depuis notre arrivée. Tu as été au soleil toute la journée. Repose-toi bien, a-t-elle roucoulé avec compassion. Tu montes, ai-je demandé avec espoir. En fait, Léa et moi on allait prendre un verre au bar de la réception. Juste un petit verre. Soirée entre sœurs? Je ne serai pas longue, a-t-elle répondu nonchalamment.
Ne t'amuse pas trop sans moi, ai-je dit en forçant un sourire. Je suis monté, j'ai attendu 15 minutes, puis je suis redescendu discrètement. Le bar de la réception était faiblement éclairé, avec des sièges intimes dispersés autour de l'espace central. Je me suis positionné derrière un grand pilier d'où je pouvais voir sans être vu. Ils étaient là, Chloé, Léa et Hugo, à une table dans un coin. Mais ce n'était pas un verre entre amis. Léa était assise à l'écart, balayant la pièce nerveusement du regard comme une sentinelle. Et Chloé avait sa main sur la cuisse d'Hugo, elle ne reposait pas simplement, elle la caressait, traçant de petits cercles avec ses doigts pendant qu'elle parlait, son corps tourné vers lui, leurs têtes proches comme des amants partageant des secrets. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer. 10 minutes d'image d'une clarté absolue. Ma femme, portant mon alliance, touchant intimement un autre homme pendant que sa sœur faisait le guet. Quand ils ont commencé à se lever, je me suis glissé vers les ascenseurs. J'étais dans le lit, faisant semblant de lire, quand elle est revenue 1 heure plus tard. Comment c'était, ce moment entre sœurs, ai-je demandé sans lever les yeux de mon livre. Sympa, a-t-elle dit en commençant à se déshabiller. On a juste discuté des histoires de famille. Léa a besoin d'analyser le moindre détail de ses rencarts, a-t-elle répondu d'un ton désinvolte. Il est passé où, Hugo ce soir? Ai-je demandé l'air de rien. Elle s'est figée un instant, sa robe à moitié retirée au-dessus de sa tête. Je ne sais pas. Dans sa chambre, j'imagine. Pourquoi, a-t-elle répondu sur la défensive. Juste par curiosité. J'avais l'impression que vous vous amusiez bien tous les trois, ai-je fait remarquer. Il est sympa. C'est un bon ami de la salle de sport. Mais honnêtement, j'avais hâte d'être un peu tranquille. Parfois, les mecs ne savent pas s'arrêter quand ils sont trop amicaux, a-t-elle dit prudemment. Le mensonge est sorti avec tellement de fluidité que je l'ai presque cru. Si je n'avais pas vu sa main sur sa jambe quelques instants plus tôt, son ton innocent aurait pu me convaincre que je m'imaginais des choses. Heureusement que tu as Léa pour t'assurer que les choses restent correctes, ai-je répondu. Exactement. Bonne nuit, mon cœur. Je t'aime, a-t-elle dit en se retournant dans le lit. Moi aussi, je t'aime, ai-je répondu. Mais je suis resté éveillé pendant des heures, à fixer le plafond, mon téléphone lourd des preuves que j'avais enregistrées. Ma femme me trompait. Pas émotionnellement, pas en franchissant de petites limites, c'était une relation physique totale, et elle le faisait à 10 mètres de notre chambre d'hôtel avec sa sœur comme complice, tout en mentant sur chaque détail. Le pire, ce n'était pas l'infidélité en soi. C'était l'arrogance. Amener son amant pendant nos vacances en famille, me faire payer le voyage où elle prévoyait de me trahir, utiliser sa sœur pour me distraire pendant qu'elle s'affichait publiquement. Il pensait que j'étais stupide, tellement confiant, tellement naïf qu'ils pouvaient vivre leur liaison sous mon nez sans aucune conséquence. Ils avaient tort. Alors que Chloé dormait paisiblement à côté de moi, rêvant probablement de son coach sportif, j'ai commencé à planifier. Pas seulement comment les attraper, j'avais déjà des preuves, mais comment m'assurer que les conséquences seraient à la hauteur de la trahison. Ma femme voulait jouer à des jeux. Très bien. Elle allait apprendre que certains jeux ont des conséquences extrêmement graves. Je me suis réveillé le lendemain matin avec une étrange lucidité. La confusion, les doutes, l'espoir désespéré d'avoir mal interprété des interactions innocentes, tout avait disparu. À la place s'était installée une détermination froide et concentrée. Ma femme me trompait avec son coach sportif pendant nos vacances en famille. Les preuves étaient indéniables. Maintenant, il m'en fallait plus. Pas seulement des preuves pour avoir la conscience tranquille, mais des preuves si complètes, si irréfutables que lorsque tout cela s'effondrerait, Chloé ne pourrait jamais essayer de me manipuler, ne pourrait jamais plaider le malentendu. Ne pourrait jamais inventer une fausse version pour nos amis et notre famille. Il fallait que je la prenne en flagrant délit, sans aucune possibilité de nier. Je suis devenu un fantôme au milieu de mes propres vacances. Présents mes observateurs, participants mes calculateurs. Au petit déjeuner, j'ai souri quand Hugo s'est invité à notre table. J'ai fait la conversation sur sa routine d'entraînement, j'ai posé des questions intéressées sur sa philosophie sportive, jouant à la perfection le rôle du mari sympathique et aveugle. Tu sais quoi, ai-je dit en beurrant nonchalamment ma tartine. Je devrais probablement me mettre au sport plus sérieusement. Peut-être qu'à notre retour, tu pourrais me donner quelques conseils, Hugo. Avec grand plaisir, a-t-il répondu en affichant ce sourire confiant.
Toujours ravi d'aider un ami à se remettre en forme. Un ami. Le mot avait le goût de l'acide, mais j'ai continué à sourire. Pendant ce temps, je cataloguais tout. La façon dont les yeux de Chloé s'illuminaient quand Hugo parlait. Ses excuses pour le toucher, réajuster ses lunettes de soleil, épousseter du sable de son épaule, les poignées de main qui s'éternisaient, les signaux subtils entre elle et Léa, les regards pleins de sous-entendus, les légers hochements de tête, la coordination constante pour me distraire. Après le petit déjeuner, quand Chloé a annoncé une autre journée au spa, j'ai décidé de vérifier leur histoire. Ça a l'air génial, ai-je dit avec enthousiasme. Quels soins allez-vous faire? Peut-être que je devrais réserver un massage. Oh, Chloé a jeté un regard nerveux à Léa. On fait une formule complète pour la journée, un truc de retraite entre sœurs. Très exclusif. Ils sont probablement complets, a-t-elle expliqué précipitamment. Laisse-moi voir avec le concierge. Ils ont peut-être des disponibilités, ai-je proposé, serviables. Non, a-t-elle répondu un peu trop sèchement. Je veux dire, ne t'inquiète pas, mon cœur. Aujourd'hui, ça doit être ta journée de détente à toi. Lis ton livre. Profite de la piscine, a-t-elle ajouté en forçant l'enjouement dans sa voix. 20 minutes après leur départ, je me suis dirigé vers l'accueil du spa. Bonjour, je suis Antoine Lemaire, chambre 412. Ma femme et ma belle-sœur ont des rendez-vous aujourd'hui. Chloé Lemaire et Léa Moreau. J'espérais pouvoir surclasser leurs soins, ai-je expliqué à l'aimable réceptionniste. L'employé a tapé sur son clavier, puis a eu l'air perplexe. Je suis désolé, monsieur. Je n'ai aucun rendez-vous aujourd'hui sous aucun de ces deux noms. Êtes-vous sûr que c'est pour aujourd'hui, a-t-elle demandé gentiment. Peut-être qu'elles ont utilisé des noms différents. Ou qu'elles sont dans l'autre spa du domaine, ai-je suggéré. Monsieur, c'est le seul établissement thermal de tout le complexe hôtelier. Notre système affiche toutes les réservations du complexe, a-t-elle clarifié poliment. Mensonge numéro 1 démasqué. Je l'ai remercié et je me suis éloigné, la mâchoire si serrée que je croyais que mes dents allaient se briser. Pendant les heures qui ont suivi, j'ai commencé une surveillance systématique. J'ai suivi leur déplacement dans le complexe, en restant suffisamment loin pour ne pas être repéré, mais assez près pour tout documenter. La chambre d'Hugo était la 347, un étage en dessous de la nôtre. Pratique. J'ai traqué leur coïncidence du déjeuner. Comment Hugo apparaissait toujours dans le restaurant ou le bar que Chloé et Léa avaient choisi. Le timing était trop parfait, trop coordonné. Quelqu'un communiquait les positions. J'ai commencé à tout photographier. Des images horodatées d'eux ensemble. Des captures d'écran des relevés d'activité de l'hôtel montrant qu'aucun frais de spa n'avait été facturé sur notre chambre. Des photos de Chloé consultant constamment son téléphone, puis l'apparition d'Hugo quelques minutes plus tard. La preuve irréfutable est tombée cet après-midi-là. Alors qu'Hugo était soi-disant à la salle de sport et ma femme prétendument en train de faire du shopping avec Léa, j'ai décidé d'aller jeter un œil à la zone des paillotes privées de l'hôtel. C'étaient des espaces isolés, loués à la journée, conçus pour les couples cherchant de l'intimité au bord de l'eau. Je me suis approché à travers les palmiers en restant caché, quand j'ai entendu des rires familiers. À travers le feuillage, je pouvais voir la paillote 7. Là, allongés ensemble sur le même transat, se trouvaient Chloé et Hugo. Ma femme portait un bikini que je ne lui connaissais pas, minuscule, hors de prix, le genre de choses qu'elle n'aurait jamais porté devant moi. Elle était allongée, la tête sur le torse nu d'Hugo, son bras enroulé autour d'elle, tous les deux buvant du champagne au goulot. Aucune trace de Léa. Ce n'était pas une rencontre fortuite. C'était un rendez-vous intime l'après-midi entre deux amants, planifié et exécuté avec la complicité du personnel de l'hôtel. Quelqu'un avait loué cette paillote. Quelqu'un avait fait livrer ce champagne. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tout filmé. 5 minutes de vidéo montrant ma femme et les bras d'Hugo, leurs corps enlacés, partageant une conversation intime et de l'alcool dans un cadre privé coûtant 250 € la journée. Quand j'ai fini par reculer, mes mains tremblaient. Ce n'était plus sous le choc, mais de pure rage. Ce soir-là, j'ai passé en revue tout ce qu'il y avait sur mon téléphone. Vidéos, photos, horodatage, le journal détaillé de leurs mensonges et de leurs tromperies. Les preuves étaient accablantes, exhaustives, condamnatoires. Mais je ne les avais toujours pas pris sur le fait, en pleine action. Et c'est ce qu'il me fallait.
Pas seulement la preuve d'une liaison émotionnelle, pas la preuve de moments intimes, mais la documentation d'un acte concret, quelque chose de si explicite, de si indéniable que même l'impressionnante capacité de Chloé à mentir ne pourrait l'expliquer. J'avais besoin de les prendre la main dans le sac. L'occasion s'est présentée le lendemain. Encore une journée au spa, ai-je demandé au petit déjeuner, en observant attentivement le visage de Chloé. En fait, oui, a-t-elle répondu sans la moindre hésitation. Ils ont une formule de massage en duo incroyable que Léa et moi voulons essayer. Très sélecte. Ça prend presque toute la journée, a-t-elle expliqué avec une innocence calculée. Un autre mensonge livré avec le même sourire qu'elle utilisait depuis une semaine. Ça a l'air exceptionnel. Peut-être que ce soir, on pourra s'accorder un vrai moment en couple tous les deux, ai-je suggéré avec espoir. Absolument, a-t-elle répondu en me serrant la main. Ça m'a manqué de passer du temps juste avec toi. Le mensonge était si effronté, si contraire à son comportement de toute la semaine, que j'ai failli rire. Léa a prétexté une soudaine migraine et a disparu dans sa chambre. Hugo a annoncé qu'il allait s'entraîner, puis explorer des sentiers de randonnée. Chloé a dit qu'elle se rendait à ses rendez-vous de massage. J'ai dit que j'allais aussi à la salle de sport. Mais au lieu de ça, j'ai suivi ma femme. Elle n'est pas allée vers le spa. Elle a traversé le hall d'entrée, est passée devant les restaurants, et s'est dirigée vers le couloir abritant les toilettes publiques, près des salles de conférence. Hugo l'attendait là. Je les ai observés depuis le coin du mur au moment où ils se sont rejoints. Pas comme des amis ordinaires qui se croisent par hasard, mais comme des amants qui avaient planifié cette rencontre. Ils ont parlé doucement pendant 30 secondes. Hugo regardait autour de lui de temps en temps, s'assurant qu'il n'était pas observé. Puis Hugo a fait un geste vers la porte des toilettes pour hommes, et ma femme a regardé à gauche, puis à droite, avant de le suivre à l'intérieur. Ma femme, la femme que j'avais soutenue pendant 4 ans, que j'avais emmenée en vacances pour que l'on se retrouve, qui portait mon alliance et mon nom, venait d'entrer dans des toilettes publiques pour hommes avec son amant. Pendant quelques secondes, je n'ai pas pu bouger, je n'ai pas pu respirer. L'audace pure, le manque total de respect, l'arrogance qu'il fallait pour avoir un rapport avec un autre homme dans des toilettes publiques pendant que son mari se trouvait à moins de 50 mètres. C'était tellement au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer que mon cerveau a temporairement disjoncté. Mais ensuite, la rage a pris le relais. Une fureur froide et cristalline qui a aiguisé ma concentration comme la lame d'un rasoir. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application appareil photo et j'ai commencé à marcher vers la porte de ces toilettes. Il était temps d'en finir. Pas seulement de les attraper, mais de les détruire tous les deux si complètement que les conséquences résonneraient dans leur vie pendant des années. Mes mains ne tremblaient absolument pas lorsque j'ai saisi la poignée de la porte. Mon téléphone filmait, et mon mariage, du moins ce qu'il en restait, était sur le point de s'achever de la manière la plus spectaculaire qui soit. En poussant la porte des toilettes, je pouvais déjà les entendre. Des voix chuchotées, des mouvements, les bruits incomparables de personnes qui se croyaient en totale intimité et en sécurité. Ils avaient tort. Et dans 10 secondes, leur vie allait basculer pour toujours. Les toilettes pour hommes étaient vides, à l'exception d'une seule cabine occupée tout au fond. La cabine pour personnes à mobilité réduite, plus grande, plus privée, dont la porte était légèrement entr'ouverte. Je pouvais les entendre clairement maintenant. La voix de Chloé, haletante et pressante. Mon Dieu, j'ai pensé à ça toute la matinée. La réponse plus grave d'Hugo. Je n'en ai jamais assez de toi. Les bruits qui ont suivi ne laissaient aucun doute sur ce qu'ils étaient en train de faire. Je me suis approché silencieusement, la caméra de mon téléphone tournant déjà, le cœur tambourinant sous un mélange de rage et d'adrénaline qui rendait ma vision incroyablement nette. Chaque pas me paraissait être au ralenti, chaque son provenant de cette cabine enfonçait un peu plus le couteau de la trahison dans ma poitrine. Quand je suis arrivé devant la porte, j'ai pu les voir à travers l'entrebâillement. Chloé était à genoux, portant toujours son alliance, en train de faire une gâterie à son coach sportif pendant que son mari se trouvait à 50 mètres de là. Hugo était adossé au mur de la cabine, les yeux fermés, une main emmêlée dans ses cheveux. Ma femme. La femme que j'avais aimée, soutenue, avec qui j'avais construit une vie, à genoux dans des toilettes publiques, en train de s'occuper d'un autre homme. Pendant plusieurs secondes, je me suis contenté de regarder et de filmer, enregistrant chaque angle, chaque détail. La preuve était parfaite, indéniable, dévastatrice. Puis, j'ai poussé grand ouvert la porte de la cabine.
Ils se sont figés comme des cerfs pris dans les phares d'une voiture. Les yeux de Chloé se sont écarquillés de terreur absolue, sa bouche s'ouvrant sous le choc. Le visage d'Hugo s'est vidé de toute couleur alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait. Antoine. Chloé a commencé à essayer de se lever. Oh, mon Dieu. Antoine, je t'en supplie. A-t-elle sangloté désespérément. J'ai continué à filmer. 10 secondes, 20 secondes, capturant leur panique, leur honte, leur tentative désespérée de se couvrir et d'expliquer l'inexplicable. Chloé pleurait maintenant, le mascara coulant sur son visage, tendant la main vers moi comme si je pouvais miraculeusement oublier ce que je venais d'entendre, effacer ce que je venais de voir. Antoine, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle supplié de façon hystérique. Vraiment, ai-je dit calmement, tout en continuant de filmer. Parce qu'on dirait bien que ma femme est en train de prendre un autre homme en bouche dans des toilettes publiques. Hugo a enfin retrouvé sa voix, en luttant avec sa braguette. Mec, écoute. C'est compliqué, a-t-il balbutié. Non, ai-je répondu en rangeant mon téléphone dans ma poche. Ça ne l'est vraiment pas. Puis je suis passé à l'action. J'ai attrapé Hugo par le col de son t-shirt et je l'ai plaqué contre le mur en carrelage avec une telle force que l'impact a résonné dans les toilettes comme un coup de feu. Le miroir au-dessus du lavabo s'est fissuré. Antoine, non, a hurlé Chloé, terrorisée. Mon poing s'est abattu sur la mâchoire d'Hugo avec chaque once de rage que j'avais emmagasiné depuis des jours. Le bruit ressemblait à celui d'une branche qui se brise. Du sang a giclé sur le carrelage blanc, et la tête d'Hugo a rebondi contre le mur. Il a essayé de parler, essayé de lever les mains pour se défendre, mais je n'en avais pas fini. Je l'ai traîné au sol où il a essayé de ramper vers la porte. J'ai abattu mon pied sur son genou en y mettant tout mon poids. Le bruit de sa rotule qui se brisait a été très différent de celui du coup de poing dans sa mâchoire. Un craquement humide suivi de son hurlement d'agonie inhumain. Antoine, arrête. Tu vas le tuer, a hurlé Chloé en s'agrippant frénétiquement à mon bras. Je l'ai repoussée en arrière. Elle a heurté le sol durement, reculant loin de moi, terrifiée. Hugo se contorsionnait sur le sol des toilettes, tenant sa jambe détruite, pleurant comme un enfant. Son genou était plié à un angle qui m'a retourné l'estomac, même au milieu de ma rage. J'ai baissé les yeux vers lui, vers cette ordure arrogante qui pensait pouvoir prendre ma femme sans aucune conséquence, et je n'ai ressenti qu'une froide satisfaction. Si jamais tu t'approches encore de ma femme, ai-je dit doucement. Je finirai le travail. Puis je me suis tourné vers Chloé, qui était plaquée contre le mur du fond, sanglotant de manière hystérique. Lève-toi, ai-je ordonné froidement. Antoine, je t'en supplie, laisse-moi t'expliquer, a-t-elle imploré désespérément. Lève-toi, ai-je répété avec un calme meurtrier. Elle s'est relevée avec difficulté, tremblant violemment, son maquillage complètement ruiné, ayant exactement l'air de ce qu'elle était, une garce infidèle prise sur le fait. Je l'ai attrapée par le bras et je l'ai traînée vers la porte, puis je les ai poussés tous les deux dans le couloir. Le couloir était rempli de clients revenant de leurs activités de l'après-midi. Des familles avec des enfants, des couples de personnes âgées, des groupes d'amis discutant de leurs projets de dîner. Les portes de l'ascenseur venaient de s'ouvrir, déversant une douzaine de personnes supplémentaires. Tout le monde s'est retourné au bruit de l'agitation. Chloé a titubé hors des toilettes pour homme en premier, sa robe froissée, du mascara zébrant ses joues, les cheveux en bataille, ayant l'air de sortir exactement de ce qu'elle venait de faire. Hugo a rampé derrière elle, hurlant de douleur, sa jambe traînant inutilement, laissant une traînée de sang sur la moquette. Et puis j'ai surgi, parfaitement calme, pas un cheveu de travers. Un silence de mort est tombé sur le couloir, seulement brisé par les gémissements d'Hugo et les sanglots de Chloé. Cette femme, ai-je annoncé d'une voix forte en pointant Chloé du doigt, est ma femme. Des exclamations étouffées ont parcouru la foule. Des téléphones sont apparus, braqués sur nous, filmant toute la scène. Et je viens de la surprendre en train de s'occuper de ce déchet dans les toilettes pour hommes. Oh mon Dieu, a chuchoté quelqu'un sous le choc. C'est dégoûtant, a dit une autre voix avec répulsion. Les enfants ont été rapidement éloignés de la scène, mais les adultes sont restés médusés par le spectacle. Chloé s'est effondrée à genoux, en sanglotant. Antoine, je t'en supplie, je suis désolé. Je suis tellement désolé, gémissait-elle avec désespoir. J'ai des preuves vidéo, ai-je continué, ma voix portant clairement à travers le couloir. Tout est enregistré.
Ces tromperies, le fait qu'elle ait amené son amant pendant nos vacances en famille, le fait qu'elle ait demandé à sa sœur de la couvrir pendant qu'elle se faisait prendre dans mon dos. Les murmures de la foule se sont intensifiés. Je pouvais voir le jugement sur leur visage, le dégoût, la façon dont ils regardaient Chloé comme si elle était quelque chose qu'ils devaient gratter sous leurs semelles. Que quelqu'un appelle la sécurité, a crié la voix pressante d'un homme. Appelez les urgences, a ajouté une femme frénétiquement. Cet homme a besoin de soins médicaux. Hugo se tordait toujours sur le sol, sa jambe détruite pliée selon un angle impossible, le sang formant une flaque sous lui. J'ai regardé ma femme une dernière fois. Elle était agenouillée sur la moquette de l'hôtel, complètement brisée, sa réputation détruite devant des dizaines de témoins qui se souviendraient de cette scène pour le reste de leur vie. C'est fini pour toi, lui ai-je dit doucement. Fais tes valises. Notre mariage est terminé. Puis je me suis éloigné à travers la foule choquée, passant devant les agents de sécurité qui commençaient à arriver, droit vers l'ascenseur. Derrière moi, les gémissements de Chloé résonnaient dans le couloir de l'hôtel. Le personnel se précipitait pour aider Hugo. Les clients appelaient les secours, et toute la scène continuait d'être filmée par de multiples téléphones. Le temps d'arriver à notre chambre, je pouvais déjà entendre les sirènes approcher. Je me suis assis sur le lit, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger un email à mon avocate spécialisée dans les divorces. Besoin de lancer la procédure de divorce immédiatement. Preuve en pièces jointes. J'ai téléchargé la vidéo des toilettes, les enregistrements au bord de la piscine, les horodatages des mensonges, tout ce que j'avais documenté au cours de la semaine écoulée. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Dans les 2 heures qui ont suivi, Hugo a été évacué par hélicoptère vers un hôpital de La Réunion pour être opéré en urgence de sa rotule brisée. Le médecin a déclaré qu'il marcherait avec une claudication permanente, en supposant que l'opération soit un succès. Chloé a été escortée jusqu'à sa chambre par la sécurité et informée qu'elle serait expulsée du domaine dès le lendemain matin. La direction de l'hôtel a visionné les images de ses caméras de sécurité et a trouvé plusieurs séquences montrant Chloé et Hugo dans des situations compromettantes un peu partout dans l'établissement. Léa s'est présentée à ma porte au coucher du soleil, pâle et tremblante. « Antoine, je suis tellement désolée » a-t-elle commencé en larmes. Je ne l'ai pas laissé finir. Tu le savais depuis le premier jour. Tu l'as aidée. Tu m'as surveillé comme une babysitter pendant qu'elle rejoignait son amant. C'est terminé avec vous, ai-je dit froidement. Je lui ai claqué la porte au nez. Le soir même, la vidéo avait circulé parmi les clients de l'hôtel. Des publications sur les réseaux sociaux apparaissaient déjà, avec des visages floutés, mais suffisamment clairs pour que quiconque nous connaissait puisse reconnaître les protagonistes. L'humiliation publique de Chloé était totale et irréversible. Pendant que je faisais mes valises pour rentrer chez moi le lendemain matin, elle a tambouriné à ma porte. « Antoine, je t'en supplie, laisse-moi juste t'expliquer. On peut surmonter ça. C'était une erreur. Une terrible erreur. Je t'aime. Je veux sauver notre mariage, a-t-elle sangloté de désespoir dans le couloir. Je n'ai pas ouvert la porte, je n'ai pas répondu, j'ai juste continué à faire mes valises pendant qu'elle pleurait et suppliait à l'extérieur. J'en avais fini avec ses mensonges, sa manipulation, son absence totale de sens des responsabilités. Elle avait fait ses choix. Maintenant, elle devait vivre avec les conséquences. Les vraies conséquences ne faisaient que commencer. Je suis assis dans mon bel appartement en centre-ville ce soir, regardant les lumières de la ville, pensant à quel point ma vie a changé, à quel point elle s'est améliorée. Le divorce a été rapide et radical. Mon avocate, maître Sophie Dupont, spécialisée dans les affaires d'infidélité, a jeté un seul coup d'œil à mes preuves et a souri comme un enfant le matin de Noël. C'est le dossier d'adultère le plus complet que j'ai vu en 20 ans de carrière, a-t-elle dit avec assurance. Votre femme va se faire démolir. Elle avait raison. Dans le cadre de la loi et de la procédure de divorce pour faute, l'infidélité prouvée a eu un impact énorme. Les preuves vidéo, les témoignages du personnel de l'hôtel et ma chronologie documentée ont rendu la cause de Chloé indéfendable. Son avocat commis d'office, débordé, a tenté de plaider la réconciliation, la détresse psychologique, un égarement momentané. Maître Dupont a anéanti chacun de ses arguments. J'ai gardé l'appartement, que j'ai immédiatement revendu. La totalité de notre compte d'épargne commun m'est revenue, et je n'ai pas eu à lui verser le moindre centime de prestations compensatoires. Même la voiture de Chloé,
payé avec mes revenus pendant qu'elle était au chômage, mais restait. Chloé est repartie avec rien d'autre que ses affaires personnelles et une honte indélébile. Les conséquences sociales ont été peut-être plus dévastatrices que les conséquences financières. Ses parents, des catholiques traditionalistes qui m'avaient traité comme le fils qu'ils n'avaient jamais eu, ont vu la vidéo. Ils l'ont renié sur le champ. « Tu n'es plus notre fille », lui a écrit son père dans un SMS qu'elle m'a accidentellement envoyé à moi au lieu de Léa. « Tu as déshonoré notre famille et trahi un homme bon », poursuivait le message, implacable. Son cercle de copines mondaines de la salle de sport s'est évaporé du jour au lendemain. Ces femmes, qui étaient apparemment au courant pour Hugo depuis le début, ont pris leur distance dès que le scandale a éclaté au grand jour. Tromper son mari en privé était une chose, mais se faire prendre en vidéo dans des toilettes pour hommes, c'était un suicide social. Chloé a emménagé dans un studio dans un quartier malfamé de la ville. Elle a trouvé un poste de serveuse dans une chaîne de brasserie. Son premier emploi en 4 ans. Son abonnement à la salle de sport a été résilié, ses cartes de crédit ont atteint leur plafond, son compte Instagram est devenu silencieux. Léa a essayé de se réconcilier avec moi à plusieurs reprises. Des textos, des appels, elle s'est même pointée à mon bureau. Je suis tellement désolé, suppliait-elle sur mon répondeur que je ne rappelais jamais. Je ne pensais pas que ça irait si loin. C'est ma sœur. Je sentais que je devais l'aider. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît, me suppliait-elle désespérément. J'ai bloqué son numéro, je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux. Quand elle s'est présentée sur mon lieu de travail, la sécurité l'a raccompagnée vers la sortie. Elle avait choisi son camp à l'île Maurice. Aujourd'hui, elle vit avec ses conséquences. Les conséquences pour Hugo ont été les plus sévères. Sa rotule brisée a nécessité 3 opérations, des broches métalliques, et 8 mois de rééducation. Sa jambe ne s'est jamais remise correctement. Il marche avec une claudication permanente aujourd'hui. Il souffre de douleurs chroniques qui limitent ses activités physiques. Toutes ses clientes l'ont lâché dès que le scandale a éclaté. Plusieurs femmes ont pris la parole, affirmant qu'il leur avait fait des avances inappropriées pendant leur séance. Le cercle privé l'a licencié et lui a interdit l'accès à ses locaux. Son empire de fitness sur les réseaux sociaux, ses 60 000 abonnés sur Instagram, ses contrats de sponsoring, tout s'est effondré en une nuit. Il travaille à temps partiel dans une boutique de compléments alimentaires maintenant, conduit une vieille Clio et vit dans un 2 pièces. Ses rêves d'ouvrir sa propre salle de sport sont définitivement enterrés. Hugo a essayé de porter plainte contre moi pour coups et blessures. Maître Dupont a plaidé la provocation et la détresse émotionnelle extrême. Face à ça, et en y ajoutant les accusations d'attentat à la pudeur contre Hugo dans l'hôtel, le procureur a classé l'affaire sans suite. Mon client a surpris sa femme en train de pratiquer un acte sexuel avec cet homme dans des toilettes publiques, a déclaré fermement Maître Dupont au procureur. N'importe quelle personne censée aurait réagi par la violence. Mon client a fait preuve d'une retenue remarquable en ne lui brisant qu'un seul os, a-t-elle plaidé de manière convaincante. L'hôtel Le Paradis Blanc a banni Chloé et Hugo à vie. Ils m'ont envoyé des excuses officielles, un remboursement intégral, ainsi que des séjours futurs offerts. Les gens me demandent si je regrette mes actes de ce jour-là, la violence, l'humiliation publique. Ma réponse est toujours la même. À cet instant précis, je ne pensais pas aux poursuites judiciaires ni à mon image. Je pensais à ma dignité, à m'assurer qu'il y aurait de véritables conséquences à ce manque de respect. Aurais-je pu gérer la situation différemment? Peut-être. Est-ce que je regrette d'avoir fait en sorte que la vérité éclate? Absolument pas. Je le dis en toute honnêteté. Je dors mieux aujourd'hui que je ne l'ai fait depuis des années. Je me réveille en sachant exactement où j'en suis, exactement à qui je peux faire confiance. J'ai recommencé à faire des rencontres. Rien de sérieux pour le moment. C'est rafraîchissant de rencontrer des femmes qui travaillent, qui s'investissent, qui ne voient pas le mariage comme un ticket gratuit avec avantages inclus. Je suis dans la meilleure forme de ma vie. Je me suis inscrit dans une autre salle de sport et j'ai découvert que j'appréciais vraiment m'entraîner quand ce n'était pas un rappel constant de ma trahison. Je voyage plus maintenant. Des week-ends dans des endroits où Chloé ne serait jamais allée. Des sentiers de randonnée, des parties de pêche, des événements sportifs avec mes potes. Je redécouvre des centres d'intérêt que j'avais abandonnés pendant mon mariage. Lors des soirées tranquilles, je réfléchis à ce qui n'a pas marché. Aux signes que j'ai manqués, à la possibilité que le mariage ait été sauvable à un moment donné.
Mais j'en suis arrivé à une conclusion qui m'apporte la paix. Chloé ne m'a pas trompé parce que j'avais échoué en tant que mari. Elle m'a trompé parce qu'elle s'est sentie en droit de tout avoir, un mari qui assurait son confort et une liaison excitante, tout en se croyant assez intelligente pour ne jamais se faire prendre. Certaines personnes sont fondamentalement égoïstes. Aucune quantité d'amour ou de soutien ne les changera. Elles prendront tout ce que vous offrez et en voudront toujours plus, persuadées qu'elles méritent mieux, tout en ne donnant rien en retour. Chloé faisait partie de ces personnes. Je suis reconnaissant d'avoir appris cette vérité maintenant, à 37 ans, plutôt qu'après 20 ans de mariage avec des enfants pris entre deux feux. Je ferme mon ordinateur portable, finis mon whisky, et regarde les lumières de la ville. Demain, je dîne avec Camille. Une architecte qui a son propre cabinet et qui paie sa part de l'addition sans qu'on le lui demande. On y va doucement, en construisant d'abord une amitié. La vie est trop courte pour la gaspiller avec des personnes qui ne vous accordent aucune valeur.